analyse du travail, on considère que l'activité réelle n'est pas que la partie visible de l'action. Je vais vous l'illustrer avec un petit exemple simplifié de l'activité d'un enseignant au lycée professionnel qui pourrait être décliné pour n'importe quel enseignant de n'importe quel établissement ou discipline. Imaginons ensemble, par exemple, que j'enseigne le pôle géré en bac professionnel commerce. Le référentiel m'indique que je dois utiliser un logiciel de gestion commerciale. Je vais aborder la recherche de fournisseurs. Et pour des raisons propres à l'établissement, une panne, pas de logiciel, pas de salle disponible, je ne peux pas utiliser la salle informatique. J'ai donc un conflit de logique. Je ne peux pas mettre en application la commande du référentiel telle qu'elle m'est donnée. Je vais devoir trouver un moyen, un compromis, pour faire mon cours sur la recherche de fournisseurs en respectant au mieux le prescrit. J'ai préparé mon cours. Des activités sur feuille avec des copies d'écran du logiciel pour faire découvrir et compléter les rubriques. Ça permettra aux élèves d'avoir une idée assez précise de la présentation du logiciel. Pour l'accroche de mon cours, j'ai prévu d'interroger un élève, Marcel, car je sais qu'il a utilisé un logiciel de gestion commerciale en stage l'année dernière. Le jour J, j'arrive en classe. Zut, Marcel est absent. Tant pis, je commence le cours. Les élèves m'interpellent car les copies d'écran sont trop sombres pour la lecture. Bon, c'est pas grave, le logiciel est installé sur le poste du professeur. J'allume l'ordinateur et pour ne pas perdre de temps, je décide de parler de ma propre expérience professionnelle d'utilisation d'un logiciel de gestion commerciale lorsque je travaillais dans le privé. L'ordinateur est allumé, les élèves se mettent au travail. Marcel arrive, il était chez le CPE. Les activités ont commencé, j'abandonne l'idée de lui donner la parole, car il est trop tard pour revenir en arrière. Et cela ferait sortir les élèves de leur activité. À ce moment-là, quelqu'un frappe, la porte s'ouvre, c'est un assistant d'éducation qui apporte des convocations pour des heures de colle. Après son départ, la classe est très agitée. Impossible d'obtenir le silence. Je décide de dicter la suite pour ramener le calme. C'est là que la sonnerie de fin de cours m'interrompt. Je n'ai plus d'autre choix que de dire aux élèves de finir le travail chez eux pour le lendemain. Qu'est-ce qu'une personne extérieure au métier, des parents par exemple, aurait vu de cette action? J'ai la réponse le lendemain. Lynn n'a pas fini son travail. Elle me montre le mot de son papa dans son carnet. J'ai interdit à ma fille de faire la punition que vous avez donnée, car ce n'est pas de sa faute si c'est le bazar dans votre cours. Et moi, quel sentiment est-ce que j'ai en fin de séance? Je suis déçue, énervée. J'ai l'impression de ne pas faire du bon travail. Je suis en retard sur le programme. J'ai un sentiment d'inefficacité. À travers cette histoire, nous constatons que le réel n'est jamais ni le prescrit, ni ce qui est prévu. Il y a de très nombreux ajustements pendant une séance de cours, avec de très nombreuses micro-décisions qui sont prises. Ce que l'on n'a pas pu faire s'appelle le travail empêché en psychologie du travail. On considère que ce travail empêché donne plus de fatigue que l'activité intense. Les décisions de l'enseignant dans l'instant T sont ainsi le produit des contraintes, les événements qui se sont produits dans le déroulement de la séance, mais aussi le fruit des cohérences, convictions ou dilemmes profonds qui se jouent à l'arrière-plan. Rapport à l'institution, à la discipline, histoire personnelle et professionnelle, valeurs. D'après l'analyse du travail, ces logiques profondes qui guident la prise de décision ne sont pas forcément conscientes. Leur conceptualisation peut se faire à l'occasion des entretiens qui les font émerger après coup.